Le voyage dans le temps. C'est une idée qui a nourri certaines des plus grandes histoires de la fiction, mais aussi d'innombrables prises de tête. Alors, comment ça marche au juste? Allez, on va plonger ensemble dans les règles qui régissent ces aventures pour essayer de comprendre les mécaniques derrière nos histoires préférées. C'est la grande question, pas vrai? Est-ce qu'on peut vraiment réécrire l'histoire? C'est ce qui motive quasiment tous les récits de voyage dans le temps, et ça nous force à réfléchir au destin, au libre arbitre et bien sûr aux conséquences de nos actes. Pour y voir un peu plus clair, on va décortiquer ça en 4 grandes approches. D'abord, le paradoxe de base. Est-ce que changer le passé crée un nouvel avenir ou est-ce que ça accomplit le destin? Ensuite, on verra ce que ça fait d'être coincé dans une boucle. Puis on parlera des cas où ce n'est pas le corps mais l'esprit qui voyage. Et enfin, on regardera la différence entre les approches très scientifiques et celles où, disons que l'imagination est la seule limite. Bon, commençons par le tout début, la première grande division. Quand un personnage retourne dans le passé, est-ce qu'il est en train de créer un futur complètement différent ou est-ce que ses actions faisaient déjà partie de l'histoire depuis le départ? C'est vraiment le dilemme qui sépare les histoires en 2 écoles de pensée. Alors, l'une des idées les plus populaires, c'est celle du multivers. Ici, chaque choix qu'on fait dans le passé ne change pas notre réalité, mais il en crée une toute nouvelle, à côté. C'est un peu comme un arbre. Chaque décision est une branche qui pousse, mais le tronc principal, lui, il reste intact. La chronologie d'origine est sauve, mais une autre, parallèle, existe maintenant. Et ça, on le voit super bien dans des séries comme Loki ou des films comme Avengers Endgame. Ça permet d'explorer les « et si » sans pour autant effacer toute l'histoire qu'on connaît. C'est une astuce géniale pour les scénaristes, parce que ça leur permet de jouer avec le temps, tout en gardant des enjeux forts pour la trame principale. Maintenant, on passe à la vision exactement opposée, la boucle temporelle fixe. Ici, tout est déjà écrit. Le voyageur ne change absolument rien. En fait, ses actions dans le passé sont la raison même pour laquelle le passé est ce qu'il est. Le personnage devient, souvent sans même s'en rendre compte, une pièce essentielle de l'histoire qu'il croyait pouvoir modifier. Le meilleur exemple, c'est peut-être Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Les actions de Harry et Hermione ne changent pas le passé, elles l'accomplissent. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Les personnages ne peuvent pas échapper à leur destin, ils ne font que le tisser, s'assurant que ce qui devait arriver, arrive. Donc, pour résumer, on a vraiment 2 philosophies qui s'affrontent. D'un côté, le pouvoir du choix, qui façonne de nouvelles réalités, qui explore tous les « et si », et de l'autre, un destin immuable, où nos actions ne font que confirmer ce qui était déjà prévu, où le temps est une structure rigide. Allez, on quitte un peu les grandes théories sur l'univers pour se pencher sur un truc beaucoup plus personnel, le fait d'être coincé dans une boucle temporelle. C'est un concept qui a un succès fou et qui transforme le temps, soit en salle de classe, soit en prison. Le schéma narratif est presque toujours le même, c'est un vrai parcours initiatique. Au début, c'est la confusion totale, puis vient l'euphorie d'un monde sans conséquences, où on peut tout faire. Mais ça dure pas. Et ça laisse place au désespoir de la répétition sans fin. Et finalement, le personnage comprend que la boucle, ce n'est pas une punition, mais une opportunité. C'est du développement personnel déguisé en science-fiction. Et ce qui est génial, c'est que ce mécanisme est super polyvalent. Que ce soit pour apprendre à devenir quelqu'un de meilleur, comme dans Un jour sans fin, ou pour maîtriser le combat contre des aliens dans Edge of Tomorrow, la boucle temporelle, c'est l'outil parfait pour parler de croissance, de maîtrise ou de rédemption. Mais attention, le voyage dans le temps, c'est pas toujours des boucles ou des paradoxes. Des fois, ça s'ancre dans de la vraie science, comme la dilatation du temps, qui est une conséquence directe de la théorie de la relativité d'Einstein. Là, le but n'est pas de changer le passé, mais de vivre le futur à un rythme complètement différent. Et ça, Interstellar le montre de façon absolument poignante. Ce n'est pas juste un concept abstrait. Chaque minute passée près de ce trou noir leur coûte des années de vie avec ceux qu'ils aiment. Le coût personnel du voyage devient immense et bien réel. Ça transforme une simple loi de la physique en une véritable tragédie humaine. Et si pour voyager dans le temps, on n'avait pas besoin de machine? Et si c'était juste l'esprit qui voyageait? Notre 3e catégorie explore une approche plus métaphysique, où c'est la conscience qui devient le véhicule. Et ça change complètement la perception de la réalité. Imaginez un peu, la conscience n'est plus attachée à l'encre du présent. Elle peut sauter dans le passé, le futur, revivre des moments dans le désordre. Le corps, lui, reste là. Mais la perception de la vie est totalement fragmentée. Le temps n'est plus une ligne droite, mais une sorte de mosaïque de souvenirs et de prémonitions. Dans ces histoires, le but n'est pas tant de changer l'histoire que de la comprendre. Il s'agit de voir les fils invisibles qui relient les événements de sa propre vie, de trouver un sens dans le chaos. C'est une sorte de pèlerinage introspectif, bien avant d'être une aventure temporelle. Le voyageur explore sa propre existence plus que l'histoire avec un grand H.
Cette idée de percevoir le temps différemment nous amène tout droit à la précognition, la capacité de voir le futur. Et là, ça soulève un dilemme éthique énorme. Si on sait ce qui va arriver, est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce que cette connaissance du futur est une libération ou un fardeau? Des films comme Minority Report ou Premier Contact se servent de cette idée pour explorer des questions philosophiques très profondes. Le premier s'interroge sur la justice préventive et le libre arbitre, tandis que le second traite le futur comme un souvenir, ce qui transforme notre regard sur la vie, le choix et même le deuil. Allez, pour notre dernière section, on va mettre sur le ring deux approches complètement différentes. D'un côté, les voyages basés sur des règles physiques super complexes, et, de l'autre, ceux où la fantaisie et l'aventure prennent le dessus sur toute forme de logique scientifique. L'idée la plus classique, bien sûr, c'est le voyage physique. Quelqu'un monte dans une machine et hop, il réapparaît à une autre époque. Des films comme Tenet poussent ce concept à son extrême logique, avec l'inversion, où les personnages se déplacent littéralement à reculons dans le temps. Ça crée une chorégraphie temporelle d'une complexité assez vertigineuse. Et puis, à l'opposé complet, on a la catégorie qu'on pourrait appeler « on se fait plaisir ». Ici, la machine à voyager dans le temps, ça peut être absolument n'importe quoi. Une voiture de sport iconique, une cabine téléphonique ou même un jacuzzi. Ce qui compte, c'est pas la science, mais l'aventure, l'humour et le chaos que ça génère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces récits, la cohérence scientifique passe vraiment au second plan. Le voyage dans le temps, c'est juste un prétexte, un moyen super efficace et amusant de lancer une histoire sans se prendre la tête avec les paradoxes. Le but, c'est de s'amuser, pas de résoudre une équation. Alors, après avoir exploré tous ces modèles, une question se pose. Si on pouvait voyager dans le temps, quelles règles est-ce qu'on suivrait? Est-ce qu'on choisirait le multivers, avec ses possibilités infinies, où chaque choix crée une nouvelle réalité? Ou est-ce qu'on préférerait la boucle immuable du destin, où chaque action fait partie d'un plan bien plus grand? La fiction, elle, nous offre toutes les options.